Et salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la troisième vidéo de macroéconomie. On est donc toujours sur le chapitre 1, on est sur la troisième partie, la 1C du coup. Pareil, hein, je vais essayer d'expliquer à peu près de la même manière. Si vous n'avez pas vu les autres, c'est un peu toujours la suite. Et pour le coup, celui-là, c'est pas du tout le plus compliqué, il est assez simple à comprendre. C'est principalement du cours. Donc en fait, je pense que ça va aller. Je vais essayer de vous faire ça le plus synthétiquement possible. C'est parti. Donc ici, on va parler de la politique gouvernementale. En gros, on va parler de l'État, de qu'est-ce que l'État peut faire pour lui aussi jouer dans l'économie. Donc tout d'abord, quels sont les trois objectifs principaux de l'État? L'allocation des ressources, la redistribution et la stabilisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Allocation des ressources, ça veut dire que c'est lui qui produit, qui paye les ressources publiques. Les ressources publiques, ça peut être, c'est quoi? C'est par exemple le nettoyage dans les rues, c'est les lumières publiques que vous avez la nuit, c'est les transports en commun. Donc ça, c'est l'État qui s'en occupe, c'est un de ses objectifs. Ensuite, la redistribution. La redistribution, en gros, l'État, il essaye d'égaliser à peu près les niveaux de vie de chacun. Alors, c'est pas vraiment le cas dans la vraie vie, mais dans l'objectif, tout le monde devrait avoir accès à un niveau de vie qui soit confort, stable pour tous, et qu'il n'y ait pas des écarts trop importants entre les niveaux de vie des gens. Dernière chose, c'est la stabilisation. En gros, l'État, il essaye de faire que l'économie n'ait pas de pic de croissance, pic de récession, ça part pas un peu en vrille, en haut, en bas, etc., que ce soit plutôt stable. Et c'est un de ses objectifs principaux aussi. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment atteindre une situation d'équilibre, comment l'État permet d'atteindre une situation d'équilibre. Donc pour Keynes, en fait, il faut qu'il y ait un acteur qui soit extérieur et qui permette d'ajouter de la demande ou de réduire de la demande pour atteindre ce point d'équilibre qu'on va chercher. Donc selon Keynes, cet acteur, c'est l'État. C'est l'État le seul qui puisse permettre eh bien, de trouver ce point d'équilibre. Donc, on va rajouter, lui, il va rajouter dans ses calculs G. Ce G-là, c'est le budget de l'État, c'est la dépense de l'État. En gros, c'est ce que l'État peut faire, c'est les actions de l'État pour faire évoluer l'économie. Donc l'objectif final, c'est que l'offre soit égale à la demande. C'est cette droite noire que vous voyez là sur la courbe. L'offre est égale à la demande. C'est dans cette situation-là qu'on est dans une situation d'équilibre. Maintenant, ce que cherche vraiment Keynes, c'est ce qu'on appelle une situation d'équilibre de plein emploi. C'est-à-dire une situation dans laquelle on est en fait tous les agents économiques qui travaillent, tout le travail qui soit occupé, tout le capital qui soit occupé. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de chômage, que tout vraiment soit utilisé, que ce soit en fait dans une situation un peu optimale. Il n'y ait pas trop de gens qui veuillent travailler par rapport au nombre d'emplois et qu'il n'y ait pas assez de gens qui veuillent travailler par rapport au nombre d'emplois. Donc ça, c'est pas facile. Pour l'avoir, eh bien, ce qu'il dit, il faut qu'il y ait G qui fasse, enfin que l'État fasse des actions pour atteindre ce qu'on appelle donc l'équilibre de plein emploi. Ce que vous voyez donc sur cette droite-là. Concrètement, pour expliquer comment la demande peut permettre d'atteindre cet équilibre, on va expliquer ce qu'on appelle l'écart déflationniste et l'écart inflationniste. Ça, c'est pour le coup, pour les midterms et les finals, c'est très important de savoir ça. C'est des questions de cours qui tombent très souvent. C'est assez simple, juste vous faites une liste un petit peu de tous les trucs qui se passent. C'est les petites flèches que vous voyez là sur le slide. Vous les répétez. Concrètement, et vous faites cette courbe-là, vous avez donc un équilibre de plein emploi qui est sur la courbe D. L'écart déflationniste, c'est donc la courbe rose que vous voyez tout en dessous, la courbe D. C'est donc en gros que la demande est inférieure, la demande qui est là, effective, est inférieure à la demande nécessaire, la demande de plein emploi. On est sur une situation d'équilibre, mais dans laquelle l'offre est supérieure à la demande. Donc, c'est pas un équilibre de plein emploi. Nous, ce qu'on veut, c'est atteindre le déprime. C'est exactement ce qu'on va essayer de faire ensuite avec l'État. Mais donc dans cet état d'écart déflationniste, on est en dessous donc de la droite optimale. Donc on a ce calcul que le revenu, donc YOPE, revenu offert de plein emploi, moins le revenu demandé de plein emploi, c'est ce qu'on appelle l'écart déflationniste, donc c'est l'écart qu'on cherche. Donc dans ce cas-là, donc on a un revenu de plein emploi qui est supérieur au revenu effectif, et en fait ça va entraîner des faillites, des écroulements de marché, parce que dans une situation où l'offre est supérieure à la demande, bien forcément, il n'y a rien qui se vend, et donc ça fait des faillites énormes, quoi. À l'inverse, on a des écarts qui sont inflationnistes. Dans ce cas-là, le revenu demandé de plein emploi moins le revenu offert de plein emploi est égal à cet écart parce que l'offre est inférieure à la demande cette fois-ci. Donc c'est la situation dans laquelle on est dans la droite rouge des primes que vous voyez. La demande effective cette fois-ci est supérieure à la demande nécessaire et on a un revenu de plein emploi qui est inférieur au revenu effectif. Et en fait ça, d'avoir une demande qui est supérieure à l'offre,
En fait, ça crée de l'inflation, à l'inverse de l'écart déflationniste qui crée des faillites. Ça, il faut bien le comprendre. Maintenant, qu'est-ce que peut faire l'État? Il y a deux choses principales que peut faire l'État, c'est ce qu'on va voir dans les deux prochaines slides. C'est deux techniques qu'il a pour relancer l'économie, mais pour surtout atteindre cette situation de plein emploi, pour pas être ni dans un écart déflationniste ni inflationniste. Et bah, c'est soit dépenser de l'argent, soit réduire les taxes, réduire les impôts. Dans les deux cas, l'État, bah, forcément, il va perdre de l'argent, mais c'est ce qui va permettre de relancer. S'il dépense de l'argent, ça veut dire que les gens auront globalement plus d'argent, ça va être dans des aides, etc. Les gens auront plus d'argent, ce qui veut dire donc qu'ils vont plus consommer, donc l'économie va se relancer. S'il réduit les taxes, c'est la même chose, les gens vont donner moins d'argent dans les impôts, donc ils vont avoir plus d'argent pour eux, et donc ils vont plus en plus consommer, ça va relancer l'économie, etc. Là, ce qui va être intéressant de savoir, c'est laquelle des deux méthodes est la plus efficace. Qu'est-ce qui marche le mieux? Donc on va voir ça mathématiquement et avec des droites. Ici, on a donc tout d'abord la politique de dépense publique. Donc lorsque l'État dépense, c'est à peu près pareil que dans le chapitre 1b. Le G0, il va devenir G0 plus la variation de G0, ce qui va nous permettre de voir comment ça évolue. Lorsqu'on va faire ces calculs qui sont exactement les mêmes que dans le chapitre 1b, je vous laisse aller voir, on va arriver sur un multiplicateur de dépenses publiques qui est égal à 1 sur 1 moins C. Donc concrètement, lorsqu'on augmente de 1 G0 par exemple, il va augmenter de 1 sur 1 moins C Y. En fait, c'est le multiplicateur qui permet de savoir comment Y évolue lorsque G0 évolue. Donc on va être dans une situation où si on veut augmenter la demande, on va augmenter G0, ce qui va augmenter donc par ce multiplicateur Y. Donc en fait, c'est ce G0 qui va faire tout varier. Donc en fait, ce qui est intéressant à savoir ici, c'est de comparer ce multiplicateur avec le multiplicateur fiscal. Donc cette fois-ci, on est dans la politique fiscale. Donc l'État baisse T0. C'est pour ça qu'on a le revenu disponible qui est égal à Y moins T0, parce qu'on baisse ce T0. Donc on va avoir le revenu d'équilibre qui va être recalculé. Donc en fait, ce nouveau revenu d'équilibre, ça va être pareil que pour G0, mais ça va être T0 qui devient T0 plus la variation de T0. Et lorsqu'on va faire encore une fois les calculs de ce multiplicateur, eh bien on va arriver sur un multiplicateur qui est égal à moins C sur 1 moins C, à l'inverse de celui des dépenses publiques qui était égal à 1 sur 1 moins C. Donc maintenant, il faut comparer les deux. Lequel est le plus efficace? En fait, mathématiquement, 1 sur 1 moins C, c'est toujours supérieur à moins C sur 1 moins C, parce que là on a un moins au numérateur. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que la politique fiscale qu'on a vue ici, elle va toujours être moins efficace que la politique de dépenses publiques. Et c'est ça qu'en fait essaye de montrer Keynes par ces calculs-là. Et ça, on va pouvoir ensuite le comparer avec ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires endogènes. En fait, lorsqu'on a fait cette politique fiscale-là, lorsqu'on a fait ce revenu d'équilibre, on est parti du principe que tout le monde avait les mêmes impôts. C'est-à-dire que tout le monde payait la même chose. Qu'on gagne 30 euros, qu'on gagne 1000 euros, ou qu'on gagne 1 million d'euros, tout le monde paye l'impôt qui est, je sais pas, par exemple 200 euros. Donc là, c'est faux. Parce qu'en réalité, ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que c'est calculé en fonction de nos revenus. Donc, lorsqu'on ajoute cette variation, on arrive sur les prélèvements donc, obligatoires endogènes. On a ce qui était à la base 1 moins C, qui devient 1 moins C multiplié par 1 moins T, le petit t étant le taux d'impôt global. C'est-à-dire que celui qui a 1 million, mettons qu'on a un taux d'impôt à 20%, bah, il va payer 20% d'1 million. Celui qui a 30 euros, il va payer 20% de 30 euros. C'est plus la même chose pour tout le monde, c'est le même taux pour tout le monde. Et lorsque là, encore une fois, on va faire les calculs de ce multiplicateur, on va tomber sur un multiplicateur qui est égal à 1 sur 1 moins C multiplié par 1 moins T. Et en fait, ce qui va se passer ici, c'est que lorsqu'on compare, c'est toujours la même chose. Ce 1 sur 1 moins C, ce multiplicateur est toujours supérieur. Donc en fait, le multiplicateur mathématique des dépenses publiques sera toujours supérieur au multiplicateur fiscal. Donc c'est pour ça que, encore une fois, dans cette situation, il est moins efficace de réduire les impôts que d'augmenter les dépenses. En fait, ça illustre bien ce qui se passe dans la vraie vie. Les États s'endettent, il y en a beaucoup d'États qui ont une dette publique qui est énorme. Pourquoi? Parce que la meilleure méthode pour relancer l'économie et pour la faire évoluer, c'est de dépenser, de rajouter de l'argent dans les aides, etc. Et non pas de réduire les impôts. C'est pour ça que on a des États qui s'endettent, mais parce que c'est le seul moyen le plus efficace, et c'est vraiment ce qu'il faut comprendre dans ce cours-là, c'est que toujours plus efficace de dépenser pour l'État
que de réduire les impôts. Voilà, on a fait après le tour. En soi, il n'est pas compliqué, c'est un peu logique, c'est juste mathématiquement traduire cet équilibre-là. Et voilà, encore une fois, si vous avez des questions, je vous laisse m'envoyer. C'était la fin de ce chapitre 1. En soi, c'est le plus gros pour le mi-terme. Il est pas si complexe que ça, c'est plutôt de la logique. Et voilà, moi je vous souhaite bonne chance pour vos révisions. Et si vous avez des questions, je suis là.